Alors, bonjour René Cusin. On continue. On continue. On parlait de l'organon. Oui. L'organon, donc c'est un beau schéma. Et il y a deux petits schémas à côté avec des associations, j'imagine. Celui-là et celui-là. Voilà. Le masculin, le féminin, la lune, le soleil. Et puis d'autres choses comme ça. Oui, alors, bon. Donc ce schéma qui découle donc de la symbiose des deux fait apparaître certaines choses qui m'ont vraiment paru très étonnantes. Déjà au niveau des planètes. Hein. On se rend compte que les deux premiers signes qui sont des signes de Saturne, quand je dis de Saturne, c'est à l'origine du zodiaque, parce que maintenant on a récemment associé le Verseau à Uranus, mais bon, c'est une association très récente des astrologues qui, à mon avis, est à mettre vraiment entre guillemets, parce que à la base, le zodiaque, c'est Saturne et Saturne là, Jupiter et Jupiter là, Bélier, Mars et Mars ici, Vénus et Vénus ici, Mercure et Mercure là, et la Lune et le Soleil en haut. Donc avec un axe comme ça de symétrie. Ça, c'est le zodiaque traditionnel, d'accord, qui a été modifié récemment. On a mis le Scorpion associé avec Pluton, mais bon, ça c'est vraiment à mettre entre guillemets, je pense. Hein. Donc toujours est-il que si on suit donc le schéma traditionnel du zodiaque, on se rend compte que les deux signes de Saturne, Capricorne, Verseau, sont en haut. Vous voyez ? Un peu isolé là, comme ça. Un peu à l'image de la chèvre qui est en haut de la montagne, donc le Capricorne si on veut. On trouve cette idée. Saturne, c'est qui Saturne? Saturne, c'est une planète, mais c'est aussi un dieu. Bon, on dit que c'est le dieu du temps, mais c'est un petit peu un abus de langage parce que c'est Chronos avec un K, alors que le temps c'est Chronos avec CH. C'est pas tout à fait le même s'il y a une notion de durable dans le Capricorne, puisque c'est quand même un signe particulièrement terne, voyez-vous. Hein, il n'a pas de croisement, il n'a rien, donc c'est le signe de la patience. Donc qui dit patience associe la notion de temps, de durée. Donc dans ce sens-là, oui. Bon, Saturne, c'est la planète la plus lente aussi, dans celles qui sont visibles. Parce qu'en fait, Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Après Uranus, Neptune, Pluton, c'est invisible à l'œil nu. On les a découverts que très récemment, ces planètes-là. Donc Saturne est lié à quelque chose qui ne bouge pas beaucoup, à une forme d'immobilité qu'on retrouve dans ces deux signes d'ailleurs. Une espèce de quelque chose un grand espace neutre, quoi, qui ne bouge pas. Hein, qu'on retrouve avec la lettre A. Hein. Donc là, on retrouve Arthur Rimbaud, noir. Parce que Saturne, c'est lié aussi à la couleur noire, qui n'est pas vraiment une couleur, mais qui est liée au noir. Parce que c'est aussi le corbeau, l'animal de Saturne, c'est quelque chose qui est à la fois plein et qui absorbe. La sonorité, vous voyez, détendue, où il n'y a rien de particulier, quoi. Donc Saturne est en haut, c'est la terre de départ, parce que Saturne est associé à la Terre en fait, curieusement, parce que c'est la stabilité aussi. Donc là on a quelque chose de simple. Donc par contre les signes donc le Poisson ici et le Sagittaire là sont des signes de Jupiter qu'on retrouve ici. Donc Jupiter, donc c'est plutôt une planète très lumineuse dans le ciel, donc qui bouge, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans, donc qui est relativement mobile quand même. Et donc c'est la planète de l'expansion, de la générosité, de l'expansion, c'est le dynamisme Jupiter. Et là on le retrouve donc de façon sur une largeur, on va dire, dans l'organon. C'est le socle? C'est le socle, c'est la largeur de l'organon, voilà. Alors que autant Saturne, il est resserré dans un axe, vous voyez, donc avec le Capricorne et le Verseau,
Alors que Poisson et Sagittaire, on est sur quelque chose de large. Ce qui est intéressant, c'est que les Poissons, c'est lié à l'océan. Donc l'océan, c'est un univers assez immense, rempli d'eau, au niveau de la Terre, donc. Alors que le Sagittaire, c'est lié au ciel, qui est aussi un espace immense, mais au-dessus. Donc on a les deux grands espaces ici. Comme si ces deux grands espaces, donc Poisson, Sagittaire faisait finalement effectivement le socle de la pyramide, quoi. C'est un peu une forme de pyramide, c'est la largeur, quoi. Voilà. Donc voilà Jupiter ici, de part et d'autre de l'organon. Donc on a les deux planètes lentes, parce que c'est aussi les deux planètes lentes, hein, donc Saturne et Jupiter, qui sont finalement aux quatre coins de l'organon. Là et là. Après, ce qui est surprenant, c'est dans l'axe, en plein milieu, on a le Soleil, le Lion. Ça, c'est étonnant aussi. Donc ça s'est fait tout seul, encore une fois, hein, c'est pas moi qui ai décidé ça. D'un seul coup, on a le Lion au centre, ce qui paraît complètement logique. Effectivement, donc on a l'image du roi solaire au centre d'un palais, d'accord, d'une chambre, d'accord, avec un couloir d'accès, quoi, un chemin d'accès. Au-dessus du Soleil, on a une porte, une forme de porte, le Cancer. Voilà le Cancer, vous voyez bien la forme de porte, d'arche ou d'arc. C'est l'arc d'Artémis qu'on avait vu, la déesse de la Lune, l'arc lunaire. Donc on a la Lune avec le Cancer au-dessus du Soleil, le Lion. Séparé par le N. Séparé donc par la nuit. La haine de la nuit, si on veut, ou de la sensibilité aussi. Donc on voit que le mariage entre la Lune et le Soleil n'est pas si facile. Ça va demander quelque chose un chemin détourné, voyez. Parce que là, on a une ligne directe, hein, Capricorne, Verseau, voilà, c'est le A. Après, Verseau, Gémeaux, c'est le Q, voyez. Après, on a Gémeaux, Cancer, c'est le R. Donc ça, c'est une ligne directe, acre. Acre ou arc, d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait acre, ça fait arc. Or, on arrive effectivement à un arc. L'arc de triomphe, si on veut. Hein, c'est l'arc qui donne l'accès à la ville et au palais royal, qui est donc le Soleil, le Lion, qui est au central. Donc c'est intéressant déjà au niveau de la sonorité, déjà le placement des lettres. On voit tout de suite que c'est vraiment pas un hasard, quoi. Voilà, donc la Lune a une forme de porte. La Lune est une porte. C'est ce qui nous permet d'accéder éventuellement au Soleil. Ceci par après tout un chemin qu'on voit ici qui est un peu plus complexe. Hein. On passe d'un côté, donc on passe par donc Soleil-Lune ici, donc on passe finalement sur les côtés, on passe par on va dire une sexualisation, puisqu'on a Mars d'un côté et Vénus de l'autre. Donc on a là, arrivé au Gémeaux, qui est quand même le signe, on va dire un peu aussi de la non-sexualisation, parce que les Gémeaux, ce sont deux compagnons, ce sont deux frères, ils ne sont pas encore vraiment au stade du mari et femme, si on peut dire. Ils jouent entre eux, ils sont c'est l'adolescent. On n'est pas encore vraiment passé c'est un moment charnière, on va dire, les Gémeaux, vous voyez. Et par contre, après, avec la Lune, on a une séparation. C'est un peu les pinces du crabe du Cancer qui séparent finalement. Et donc qui ouvrent une porte en même temps. Dans la séparation, ça ouvre une porte qui est liée à la sexualisation. D'un côté, on a Mars, l'action donc pure, on va dire. Et de l'autre côté, on a Vénus qui est plutôt la réception de l'action et la formation d'un corps, quoi. Il y a une... Voilà, qu'on retrouve. Alors, on voit bien qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, hein, ils sont chacun d'un côté de l'autre. C'est un couple, dans le sens de couple de force.
qui permet au centre qu'il se passe quelque chose, justement. On passe du Gémeaux, après le Gémeaux, on a la sexualisation, on a quelque chose d'horizontal un peu, on a une cassure. Avec le L et le P, oui. Et on passe après le Gémeaux, on utilise le R. Est-ce que c'est une coïncidence? Le R qui est là. Oui, alors, bah, ça se trouve comme ça. Hein. R, c'est quoi? C'est la lettre de la réalisation aussi. C'est une lettre de concrétion. Voilà, c'est une lettre assez particulière. Aussi la lettre de la rotation, de la charnière. Parce qu'on est aussi à une charnière entre l'axe et le carré. Vous voyez? Donc c'est vraiment le lieu. C'est une lettre très particulière, le R. Qui n'est pas vraiment une fricative. Hein. Là, tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est le R, mais c'est aussi le ch. Donc la différence entre le R et le ch, c'est que le R, c'est vraiment une concrétion, le roc, la réalisation, quelque chose de r. Alors que le ch, au contraire, c'est un peu du raté. Le ch, c'est chuinté, c'est quand on dérape, ch. Re, on accroche, et ch, on dérape. Rech, quelque chose de rech, c'est quelque chose sur lequel on accroche, mais qu'au final on dérape. Rech, et ch, c'est aussi le chute, c'est quand on maintient le silence. Donc on va rentrer dans une chambre où il faudra respecter le silence. Avec le N d'ailleurs, de la nuit, le nom. Donc la chaîne, le chaînon. Après on peut jouer aussi avec les mots, mais vous voyez que le R qui s'écrit donc ici avec un R, on peut aussi l'écrire avec un CH. Dans Nach en allemand par exemple, c'est N-A-C-H. Nach. Voilà, de même que CH. Enfin, non. Enfin bref, donc toujours est-il qu'il y a ici, voilà, R c'est aussi la seule lettre, alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la seule lettre hexagonale qui est l'opposé d'elle-même. C'est-à-dire quand on la croise, on retrouve un R. Et aussi c'est la seule lettre qui s'associe avec elle-même dans un signe. C'est-à-dire que dans le Gémeaux c'est deux R et dans le Cancer c'est deux R aussi. Donc ça c'est assez particulier. On voit que c'est un moment très, très particulier de charnière en fait. Okay. Il y a une association à faire avec deux fois l'élément bois ou vent comme on avait vu. Alors oui, après oui, en fait là on a un double élément bois et là on a un double élément bois aussi. Et on a deux. Donc c'est aussi là une espèce de similitude entre les deux. Sauf que l'un il est complètement fermé avec un espace bien en forme de losange chez le Gémeaux. Vous voyez. Alors que le Cancer lui il est carrément ouvert. Donc entre Re et Ch, on pourrait dire que Re c'est les Gémeaux et Ch c'est la Lune. Rech, quelque chose qui dérape, qui s'ouvre. Vous voyez? Et comme par hasard, on est au solstice d'été. Hein. Et R, c'est aussi le dieu Ra en Égypte, qui représente le soleil au plus haut dans l'année, ou le plus haut dans le ciel. Ra, c'est le luminaire haut placé. Re. Donc et là, on voit bien qu'on est en haut du zodiaque. Donc là, on a quand même une petite correspondance intéressante entre la lettre et sa place dans le zodiaque. C'est le R de la colère, du raté aussi. Voilà, par exemple. La colère, même Dioscure, bah, que Re. Hein, dans Dioscure, les cures de Dios, que Re qui sont dans les Gémeaux. Dans les Gémeaux, on a bien que Re. Colère, effectivement, ou craque, parce que c'est évidemment le choc, quelque chose qui va agir de façon assez nette, et R qui va emmagasiner le choc, qui va l'intégrer dans une force. De la même façon qu'on a un croisement ou pas de croisement dans la lettre. Voilà. Que il y a un croisement et R il n'y a pas de croisement, effectivement. Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu particulier cet endroit. On a aussi le mot carapace, hein, si vous voulez. Hein. Carapace du Cancer. Aussi, cancre. Cancer, cancre. Donc on retrouve ces lettres donc A, carapace, carabé, carabe.
Donc le scarabée d'or des Égyptiens aussi, parce que le scarabée, finalement, c'est aussi une espèce de cancer qui pousse sa boule noire. Ah, la boule noire. Vous voyez, la boule noire des Capricornes. Donc le scarabée qui est ici, dans le cancer, pousse la boule noire ici au fond d'un puits. Donc c'est le scarabée qui pousse voilà, sa boule noire, et duquel va naître le soleil qui est en dessous. Donc on est dans l'axe, vous voyez, on est dans l'axe. On a aussi le mot, si on veut, on a aussi le mot Tau, hein, parce que le soleil c'est Tau. Donc voilà, donc Tau. Tau, ça veut dire droit. On a un axe avec un centre ici qui va dans le centre. Enfin, bon, après, on peut voir aussi dans les sonorités. Donc on a l'axe, après on a le masculin et le féminin d'un côté, Oui. un peu séparés par le jour et la nuit. On a le socle avec les poissons et le sagittaire. Voilà, ça. Et la Vierge, alors, elle arrive comment? Elle arrive Ah, la Vierge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Vierge, c'est la finalité de l'axe, comme on peut le voir. Comme si elle allait au-delà, en fin de compte, au-delà du Soleil, puisque donc on retrouve ici la perfection de la Vierge, qui est ni S ni Z, c'est-à-dire S c'est le serpent, ni Z la flèche, Z, flèche zoom. Elle est entre l'eau et le ciel, c'est-à-dire entre les océans des poissons et puis donc l'immensité céleste, sachant que la Vierge c'est aussi une nymphe en fait, c'est la danseuse des eaux, c'est celle qui danse sur les eaux. Donc les eaux, les voici, et en même temps elle est reliée au ciel. Donc elle est entre deux mondes. Et en même temps elle représente, dans la marée elle représenterait le ciel, le chiffre 9. Dans la marée des enfants, par exemple. Là on a le 8, qui est d'ailleurs une forme de 8. Et là le 7, 7 croisements dans le Sagittaire, donc. 7 croisements dans le Sagittaire, hein, alors que les poissons ont effectivement une forme de 8. Et voilà, 9 entre les deux. D'ailleurs, on voit le nombre 9 dans le signe de la Vierge. On peut le présenter comme ça, vous voyez. C'est 2 9 l'un dans l'autre, si on veut. Ou 2 6 l'un dans l'autre. Plutôt 2 9. Vous voyez. Enfin. Au niveau des parcours, justement, des tracés, des points hexagonaux, est-ce qu'il y a des choses à... Parce que là, les deux signes du bas, Vierge et Sagittaire, ils sont quand même longs comme signes. Ils sont assez longs, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça Après, donc, du coup, on n'est plus dans la même logique que le zodiaque. Hein, c'est-à-dire que la longueur des circuits, là, c'est plus le maître du jeu. Ouais. Le maître du jeu, on avait vu, c'était les lettres. Donc, il y a un brassage qui fait que des fois, on a des circuits courts, après des circuits un peu plus longs. Là, on a un circuit relativement court avec le taureau ou encore avec le poisson qui est mélangé avec des circuits plus longs comme le scorpion. Et il y a un brassage. Donc ce brassage-là, d'ailleurs, qui fait penser à l'histoire du barattage de la mer de lait chez les hindous, qui est un peu l'image d'une montagne que l'on fait tourner avec un immense serpent à la base. Donc le serpent, on retrouve la Seza. Vous voyez le serpent Seza qui cisaille, qui fait z. Donc tourner la montagne, le mot Mandara. Donc on retrouve cette montagne ici, si vous voulez. Et donc ça baratte. C'est-à-dire que baratter le lait pour faire du beurre, ça veut dire en gros mélanger on pourrait presque dire la Voie lactée, sauf que là c'est pas la Voie lactée parce que c'est le plan de l'écliptique, c'est le zodiaque. On le mélange et ça fait un beurre. Et le beurre, c'est ce fameux organon. On organise quelque chose. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on accepte que des éléments simples comme comme par exemple le poisson se marient avec des éléments plus complexes comme la Vierge. Il y a une proximité en fait
entre ces trois signes-là, entre donc Sagittaire, Vierge et Poisson, qu'on retrouve ici en une seule ligne, ça. Vous voyez? Donc ça correspond à une autre logique. Qui vous amènerait à un troisième schéma ou... Alors pour l'instant, celui-là il est déjà énorme, parce qu'il y a plein de choses à voir. Alors après, on peut faire plein d'autres schémas, mais c'est toute une autre histoire. Déjà comprendre cela, c'est énorme. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler de Mercure aussi. Il n'y a pas parlé de Mercure, vous voyez la place de Mercure. Alors Mercure, ici, dans le zodiaque, on se rend compte qu'il entoure le Soleil et la Lune. Puisque c'est le messager des dieux, donc il entoure les deux luminaires. D'accord? C'est lui qui va conduire la lumière dans le reste du zodiaque. On peut dire dans un sens. Il y a l'entrée par le Gémeaux et la sortie par la Vierge. Voilà. Et on le retrouve dans l'organon, dans l'axe. Là, de part et d'autre, donc du Soleil et de la Lune. Alors ce qui est rigolo, c'est que finalement cette suite-là, 1, 2, 3, 4, on la retrouve ici. Parfaitement. Comme si c'était cette partie comme si la partie du zodiaque supérieur, donc, c'est-à-dire celle qui concerne le Soleil et la Lune, donc la lumière vraiment, quoi, avec Mercure, était tellement importante qu'il ne fallait pas qu'elle soit déstructurée. Il ne fallait pas qu'elle soit barattée, justement. C'est l'axe qui ne peut pas être baratté. C'est l'axe de rotation, on va dire, de la montagne Mandara. Vous voyez? Et cet axe, il se retrouve restitué parfaitement dans l'axe là. Donc on parle bien de l'axe Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Voilà, c'est-à-dire l'axe Mercure luminaire. D'ailleurs, le signe lui-même de Mercure représente bien la Lune au-dessus, le Soleil au centre, là, et puis la croix qui est en fait la base carrée qu'on retrouve dans les signes de Vénus. Et la base carrée ici, on peut imaginer que c'est une croix, en fait, parce que quand on prend un carré et qu'on le... Le carré c'est 4, et la croix c'est 4 aussi, mais c'est le centre. Donc on a ici Mercure qui conduit de la base carrée donc de Vénus, Taureau et Balance. Taureau-Balance, au grand luminaire Soleil-Lune, par exemple. Enfin, en tout cas, cet axe-là, il est immuable. Par contre, le reste, c'est brassé. Saturne reste lui-même, qu'on voit en haut, parce que c'est le point d'origine, c'est l'origine, c'est la préparation du zodiaque, c'est l'ultime, enfin, c'est le départ, en fait. Et après, il y a un brassage qui se fait donc entre les Gémeaux, qui est un signe mutable, le Poisson, qui est aussi un signe mutable. Un signe mutable. Alors, là, on part sur autre chose. Justement, donc une chose absolument incroyable que j'ai découvert aussi en faisant ce schéma, c'est que du coup, je me suis dit, mais au fait, il y a des signes fixes, mutables et cardinaux, et comment ils se placent. Alors oui, alors donc je vais parler de cette notion pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait, dans le zodiaque, il y a les signes mutables, les signes fixes et les signes cardinaux. Alors les signes mutables débutent une saison. Donc, par exemple, le Capricorne débute l'hiver. C'est un signe cardinal, donc. C'est ce que j'ai dit? Oui, c'est bon. Bon, cardinal. Voilà, les signes cardinaux débutent une saison. Donc, le Cancer débute une saison, le Bélier débute une saison, le Cancer débute une saison, et la Balance. Voilà, les 4 signes cardinaux débutent donc l'automne. Après, il y a les signes fixes qui sont en plein milieu de la saison. Donc, les Gémeaux sont au milieu de l'hiver, le Taureau au milieu du printemps, le Lion au milieu de l'été, et le Scorpion au milieu de l'automne. Ça, c'est les signes fixes. Vous voyez, les 4 signes fixes. Et après, il y a les 4 signes donc mutables, qui terminent la saison. Donc, le Poisson termine l'hiver, les Gémeaux terminent le printemps, la Vierge termine l'été, et le Sagittaire termine l'automne. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le zodiaque. Et on retrouve, donc là ils sont représentés ici, vous voyez, hein, avec des nuances de gris. Et quand on regarde où ils se placent dans l'organon, ben on se rend compte qu'il y a une logique parfaite, quoi. Donc pour que ça fonctionne comme ça dans l'organon, hein, on a bien les signes mutables en bas de l'allée et en bas du carré, les signes fixes au centre de l'allée et du carré, sachant que fixe ça indique une notion centrale, une notion d'être au centre de quelque chose, donc de maintenir voilà, quelque chose qui est bien chez soi.
Donc là, on a bien cette notion de centre. Et cardinal qui débute une allée, ou qui débute le carré. Cardinal, cardinal. Donc non seulement ils sont placés de façon complètement, on va dire, symétrique, d'une suite logique, mais en plus, la place qu'ils ont dans chacune des éléments, c'est-à-dire l'allée du départ ou le carré central, est logique par rapport à leur valeur. Cardinal débute, fixe centre, mutable fini, ou passe à prépare autre chose, et on retrouve là aussi. Donc ça fait beaucoup de choses qui correspondent, énormément de choses. Pour que ça corresponde, c'est pareil, c'est une chance. Je n'ai pas fait les calculs de probabilité, mais on arriverait à sûrement une chance sur des millions. Or, ça tombe complètement juste. Voilà. Ça, c'est encore... Est-ce qu'on retrouve une idée de cycle dans l'organon comme dans le zodiaque? Alors voilà, c'est là la grande histoire. C'est que dans le zodiaque, on a l'idée de cycle. Dans l'organon, eh ben non, puisqu'on a baraté le cycle. On l'a baraté, ça veut dire quoi? Ça voudrait presque dire que... Parce que le cycle, c'est quoi? C'est une notion de temps. C'est une notion de quelque chose qui se développe, on est tributaire du temps, en fin de compte. Et donc, en fin de compte, ce temps-là, il nous emmène toujours dans des spirales, et dans des spirales, et dans des spirales, et on ne s'en sort jamais, un cycle. Et à un moment donné, il y a comme une espèce de prise de conscience en un seul coup de tout l'ensemble du cycle. Donc on barate l'ensemble, c'est-à-dire qu'on associe des choses qui sont éloignées les unes des autres, on va les barater, on va les associer d'une autre manière, qui va faire qu'on va créer un organisme, et cet organisme-là, il va s'affranchir des lois du cycle, des lois du temps. On pourrait presque dire s'affranchir donc du point de vue hindou du samsara, c'est-à-dire voilà, donc, la loi du cycle, la loi de la cause à effet proche, si on veut. Là, on est sur un organisme, c'est-à-dire que c'est comme une réparation du cycle, si on peut dire. C'est comme alors là, évidemment, je ne vais pas vous expliquer vraiment ce que c'est, parce que ça fait appel à des données qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Comment on passe finalement, comment est créé l'arbre? C'est un peu l'idée quand même. Pourquoi créer un arbre? Ça, c'est un arbre, si vous voulez. On a un axe, on a des feuillages, enfin des racines, ça dépend dans quel sens on regarde, d'un sens ou dans l'autre. Mais donc cette notion d'organisme, c'est peut-être aussi pour sublimer le temps, ou lui donner un corps qui permet d'intégrer autrement les choses. Et je regarde un peu la façon dont c'est présenté. Les cycles du zodiaque, c'est un cercle. On représente avec un cercle, donc un peu infini. Et l'organon qui est plutôt quelque chose de carré ou de triangulaire, qui pose qu'un socle ou qui est pointu, mais pas du tout en cercle. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose. On n'est plus dans le temps, là, on est plutôt dans l'espace. On avait dit d'ailleurs le carré, la première vidéo, là, on avait dit que le carré était lié effectivement à l'orientation dans l'espace, à une spatialisation, quoi, le devant, derrière, droite, gauche. Donc là, on retrouve cette notion, droite-gauche, avec le masculin et le féminin, donc ici. Donc le devant et le derrière, et l'arrière, on va dire, ce serait par exemple Saturne, l'origine. Et l'avant, c'est Jupiter, c'est là où on doit aller. Vous voyez, c'est le chariot. Jupiter, c'est avec Mercure qui est dans l'axe qui conduit. Donc là, il y a une nouvelle notion qui apparaît, c'est l'axe. C'est l'axe Mercure, Soleil et Lune, qui vient s'additionner dans ce grand cadre carré. Donc oui, on est plus dans l'espace, mais on est moins dans le cycle du temps, encore une fois. Finalement, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est une représentation spatiale, entre le haut et le bas, du cycle du temps. On peut dire ça comme ça. D'accord. Les notions d'espace et de temps sont intéressantes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres rapprochements sur l'espace et le temps dans l'organon qu'on peut retrouver, ou avec les phonèmes?
On peut s'intéresser à la phonétique, c'est-à-dire que bon, bah, les sons sont prononcés évidemment par la bouche, mais pas que par la bouche, par le nez aussi. Et chaque phonème a un centre de gravité particulier. Par exemple, le V et le OU, par exemple, sont plutôt vers l'extérieur, vers les lèvres. Le V, vous, OU, on prononce avec un mouvement de lèvres particulier. Vous voyez ? Donc là, on est plutôt effectivement vers la partie avant. Par contre, des lettres qui sont plutôt plus profondes, c'est le A et le K et le R. Donc là, on a une notion d'arrière. L'arrière de la bouche. Acre. D'ailleurs, quand on dit quelque chose est acre, c'est quelque chose qui racle le fond de la bouche, qui est un peu difficile à faire passer. Acre. D'accord ? Donc voilà. Le J, effectivement, est plutôt antérieur. Enfin, postérieur, excusez-moi, il est plutôt vers l'arrière de la bouche. Je. D'accord ? Alors que le I, lui, il monte vers l'avant. I. Bon. Donc là, on a des choses qui vont vers l'avant, là, on a des choses qui vont vers l'arrière. Bon. Là, tu parles de temps alors que tu disais que l'organon était plutôt une notion d'espace. Je parle de temps, là. Ouais, avec l'avant, donc le futur. Ah, je parle l'avant, l'espace. Ah. L'avant de la bouche. Non pas du temps. D'accord. Ok. Après, évidemment, on peut dire que ce qui va vers... ce qu'on exprime avec la bouche, c'est plus des choses qu'on projette dans l'avenir aussi, du coup. Ça peut donner un sens comme ça. Par exemple, c'est vrai que V par exemple, ben, c'est bien là où on va. D'accord ? Donc on est plutôt dans la notion d'aller vers l'avant. D'accord ? Quand on dit je, on parle de soi, donc on parle de ce qui est à l'intérieur de soi. Je. Donc on est plutôt vers l'arrière. Je. Une introversion. Une introversion, je. Et ou M. Bon, M c'est une immobilisation. Ce qu'on ne voit pas bien là, mais en phonétique par exemple, le te c'est une occlusive dentale, donc elle est centrale dans la bouche. Vous voyez ? Le de aussi. Donc te et de sont des occlusives du fond de la bouche. Le se et le ze sont aussi des dentales, donc au milieu de la bouche. Et le o, quand on prend o, ben c'est aussi une voyelle qu'on a bien en bouche. O, qui n'est pas comme le a à l'arrière ou comme le ou à l'avant. Hein? Entre a, o, ou, on va de l'arrière vers l'avant. A, o, ou. A, o, ou. D'accord ? Or, le O donc est central, T central, 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 central. On se rend compte que ici, on a tous les phonèmes centraux dans la bouche. Oui. C'est assez intéressant. Hein. Après, là, on a les deux nasales qui sont l'une côte à côte, le M et le N. Le L, qui est vraiment une lettre très particulière, c'est la seule lettre qui est linguale. Donc on prononce qu'avec la langue. L. Donc il prend une place particulière aussi, là, au-dessus des nasales, avec le R donc, qui est au-dessus. Et ici, on a des phonèmes qui sont qu'avec les lèvres, plus avec les lèvres. Le P, le F, F, le V, le OU. Donc avec ces quatre lettres-là, qui sont dans le bélier d'ailleurs, qui est donc vraiment le signe qui fonce tête baissée, on a quelque chose d'antérieur. Voilà. Avec en plus le E qui donne l'appui derrière. Donc le E c'est plutôt... un peu c'est l'équivalent du O, mais qui n'est pas fermé, qui est vraiment ouvert. D'accord ? Le I donc vers le haut. I et F vont ensemble d'ailleurs parce que le I monte. Entre le A qui est en bas, A qui est à la base, et le I qui est en haut, on a le E. A et I. Donc là, entre I et R, on a quelque chose de proche. On dit yeah, yeah, yes, c'est-à-dire allez, on y va, yes, yes, yeah. D'accord ? Donc on a cette notion de faire avancer quelque chose. D'accord ? Alors que le O, qui est de l'autre côté finalement, qui est le côté féminin, c'est retenir quelque chose. Oh, yeah, oh.
pour faire avancer ou arrêter un cheval, par exemple. Hein. Donc toujours cette notion masculin-féminin. Et il y a quelque chose qui pourrait être intéressant aussi, c'est de parler du caractère du zodiaque, des signes, avec justement... avec les phonèmes. Voilà, les phonèmes ou l'espace. Plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière, plutôt en train de changer les choses ou plutôt des caractères un peu passifs ou bien assis ou protecteurs. Effectivement, je viens de parler du bélier avec les lettres antérieures. Pfou, hein, pfou, vous. Hein, et pfou. Vous voyez, on a toutes ces lettres-là autour du bélier, donc c'est assez parlant parce que le bélier, bah oui, c'est qui rentre dedans. Voilà, c'est le bélier, c'est le signe qui rentre dedans, d'accord. Le poisson, par exemple, qui est un signe plutôt qui fuit, qui est dans les océans, on a le S et le OU. S, c'est la lettre du serpent, donc c'est le sillonnage dans l'eau, quoi. C'est la rivière qui serpente dans le S. Et le OU, bah, OU c'est vraiment la voyelle de l'eau. Hein. Blou, blou, plouf, OU, OU, OU. D'accord. D'ailleurs, S et OU, ça donne le son sous. Sous, bon, c'est sous l'océan. C'est quelque chose qui est plutôt en dessous. Sous, sourd. Voilà. Quand on veut le faire passer au-dessus, le OU, on le transforme en U. C'est-à-dire qu'on l'aiguise. On le fait aller vers le I. Donc ça devient sûr, avec le R qui appuie la supériorité. Donc sûr, c'est par rapport à sous. Sous, on reste dessous. Sûr, voilà, on arrive grâce au U. Le U, c'est un peu un double I, si on veut, hein, par rapport à un OU. On met deux petits points sur le U pour faire sur le OU, donc, parce qu'en fait, ça se prononce OU. Hein. En français, ça se prononce U, mais en fait, dans les langues, les autres langues, c'est un OU. Et pour faire un U, comme en allemand, par exemple, on met deux petits trémas, deux petits points, qu'on fait un double I. Donc le U, c'est une sonorité particulière, très française, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres langues. Le scorpion qu'on retrouve entre le bélier et le poisson, est-ce qu'il y a quelque chose avec les lettres? Alors, le scorpion. Le scorpion, déjà, lui, il a la lettre G, qui lui est complètement, la lettre G. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que chaque lettre, évidemment, est commune à deux signes, sauf deux lettres particulières, le E et le G, le G. Ça, c'est des lettres à part. Il y en a une qui est exclusive au bélier et l'autre qui est exclusive au scorpion. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que c'est des signes de Mars, tous les deux, et qu'ils ont chacun un peu leur fer de lance, quoi. Leurs outils qui sont bien à eux. Et pas du tout partagés avec les autres. Donc ça peut donner aussi un peu une notion du masculin, du tempérament masculin. Il y en a un, donc le E du bélier, c'est vraiment la voyelle la plus forte, la plus agressive. Hein, E, on a vu. Et chez le scorpion, cette lettre E devient un G. Vous voyez ? La lettre E devient un G. Le G, c'est un E croisé. D'accord ? E croisé, G. Et G, c'est la lettre de l'envergure, c'est l'aigle, c'est quelque chose c'est la grandeur, G. Hein ? C'est la plus grande lettre en fait en termes de parcours. Vous voyez, ce parcours-là, c'est le plus long de tous. Pour ça, je l'ai associé à la lettre G. Ou son G. C'est pas la lettre G, c'est son G. Et donc, oui, donc le bélier, le scorpion avec la lettre G, donc, et la lettre T. T, c'est l'image de l'axe. C'est voilà, le poteau, le totem, quelque chose de vertical. Donc T, c'est l'axe, et G, c'est l'envergure. Donc un axe avec une grande envergure. On a l'image de l'aigle. Voilà. Et F, vraiment la fricative, la plus forcée, celle qui va être la plus incisive en termes de puissance de souffle, quoi. Le feu, quoi. Hein, j'en ai parlé déjà. Et le N du scorpion, parce que le scorpion, c'est quand même la lettre, c'est quand même un signe un peu rebelle. C'est pas le signe qui va se laisser faire.
Et donc on a la lettre N du nom, de la négation, qui est reliée à la balance, qui elle est le signe de la mesure, donc qui est aussi dans le doute. Parlez-nous un peu justement des signes féminins par rapport aux phonèmes. Alors donc Des signes, oui. Des signes féminins ou des signes pas que féminins d'ailleurs, mais qui sont plus dans la stabilité ou. Alors le taureau, là c'est assez évident, hein. On a le O, on a dit tout à l'heure ça maintenait cheval, O, le taureau. On a le De qui est un peu, c'est une monoclusive assez dure, assez carrée. Voilà, on a le De là, vous voyez. Un peu le pendant du Be, mais le Be est plus généreux, il est plus gros et il enveloppe plus, Be, alors que le De il est plus resserré. Hein. De c'est une dentale, donc c'est central. Contrairement au Be, on prend toute la bouche, on prend les lèvres avec, on prend les joues. Be. De c'est on resserre les joues et ça fait un De. Donc on a la notion de rigidité du taureau avec ce De, d'affirmation autoritaire. Donc le O, on l'a vu, et le M, donc le M, on a aussi vu, c'était son intériorisation, la matrice, et le Je, qui est aussi une fricative qu'on a dans le fond de la bouche, Je. Donc l'ensemble, on a une notion féminine d'intériorisation et de structuration aussi avec le De. Et le Be, qui est au-dessus, lui, il va aller sur la balance. D'ailleurs, balance, ça commence par un B, comme par hasard. Et ça continue par un L. Bele. Or, bele, c'est des sons qui vont ensemble. Dans bele, 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 le blabla. Bele, 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 c'est quelque chose qui se déballe. C'est-à-dire, be, ça maintient, be. Et le, avec la langue, ça défait. Be, le. Et donc, c'est vraiment l'image de la balance qui à la fois intègre et libère quelque chose. Et entre les deux. Voilà, B et L sont des lettres opposées. Donc. Voilà. Bon, après. Très bien. Déjà, ça fait un bel éclaircissement sur l'organon, sur son organisation, sur la notion de phonème, sur l'organisation dans l'espace ou dans le temps avec le zodiaque. Merci beaucoup. Merci.